Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les frappes qui ont eu lieu contre le Yémen et contre les Houthis. Alors, je le dis tout de suite, les Houthis, quand on parle des Houthis, c'est un abus de langage. À la base, les Houthis, c'est une tribu du Yémen. Le bon terme pour désigner les ennemis de la coalition occidentale à l'heure actuelle qui essaie de protéger le trafic maritime, c'est Ansar Allah, les partisans de Dieu. Si vous allez au Yémen demain et que vous leur dites la bataille se fait contre les Houthis, normalement ils ne vont pas être contents, ils vont vous dire non, c'est Ansar Allah qui se veut un mouvement national et qui d'ailleurs avait été catégorisé par l'administration Trump comme un mouvement terroriste. L'administration Biden l'avait retiré de la liste des groupes terroristes et c'est en train de discuter en cette mi-janvier 2024 pour les remettre sur la liste des groupes terroristes. Toujours est-il, nous allons aller un petit peu au résultat, voir où ça en est en mer Rouge et spoiler alerte, Ansar Allah a répondu, un navire américain a été touché, un navire maltais a été touché, un destroyer américain a été engagé et c'est un avion de chasse américain basé à terre qui a intercepté le missile de croisière. Et alors que toute la région est gentiment en train de s'embraser, avec notamment l'Iran qui vient d'effectuer des frappes de missiles balistiques contre la Syrie, montrant ainsi qu'ils sont aptes à toucher Israël, l'Irak, juste à côté du consulat américain, mais également contre un État doté, un État puissant avec l'arme nucléaire, le Pakistan, dans ces dernières 24 heures, 4 missiles balistiques envoyés sur le Pakistan. Je pense que malheureusement, nous n'avons pas fini d'entendre parler de cette région. Allez, dans cette vidéo, nous allons rentrer un petit peu dans le détail sur en quoi la frappe du 16 au matin contre 4 missiles balistiques en préparation est une excellente chose de la part des Américains et essayer de prendre un petit peu de recul et voir quelles seraient les tactiques possibles pour ramener un petit peu de calme dans la région. Car à l'heure actuelle, c'est un échec d'un point de vue commerce maritime, avec Hapag-Lloyd qui annonce éviter la zone pendant un minimum une semaine, le Qatar qui annonce ne plus envoyer ses tankers dans cette zone-là, et des groupes pétroliers également qui ont fait des déclarations comme quoi ils vont éviter la mer Rouge. Si vous dites, m'en fiche, eh bien en fait ce qu'il faut savoir c'est que si les navires doivent faire le tour et ne plus rentrer en mer Rouge, cela vient rallonger les trajets, aller comme retour, et comme le nombre de navires sur les mers à l'heure actuelle est fixe. En augmentant la durée du trajet de l'aller-retour d'une dizaine, quinzaine de jours, l'impact c'est quoi? C'est tout simplement une baisse des capacités. Et qui dit baisse des capacités dit augmentation des prix, c'est mécanique, c'est de capitalisme. Et à partir de là, l'impact va forcément se faire ressentir en Europe. Quand vous voulez taper un site, il faut du renseignement en amont. Nous avons parlé du TST sur la chaîne déjà, Time Sensitive Targeting, qui vise à réduire le temps entre la détection de la cible et le moment où vous la frappez, temps qui prenait des journées durant la Seconde Guerre mondiale, des heures voire des jours pendant la guerre du Vietnam, et qui, avec la guerre du Libye, a vu de nouvelles méthodes arriver, de manière à prendre moins d'une heure, voire quelques dizaines de minutes. La difficulté est d'avoir en permanence des atouts en l'air, des aéronefs, ça peut être des avions, des bombardiers, des drones, qui soient prêts à détecter les cibles ou alors à frapper les cibles si l'information vous provient de satellites ou d'humains, de personnes au sol, ou encore de guerre électronique, grâce à des interceptions d'écoute par exemple. Les avions de chasse qui font ce type de mission font généralement ce qu'on appelle du SCAR. Le SCAR, c'est Strike, Coordination and Reconnaissance. Vous allez donc faire de l'attaque, de la coordination et de la reconnaissance. Vous allez essayer de chercher des cibles au sol, et si vous détectez avec vos pods, avec vos systèmes proches infrarouges au sol, des missiles balistiques en installation, ça prend quand même un petit peu de temps de préparer tout ça, vous pouvez rendre compte à l'état-major, regarder les règles d'engagement et ouvrir le feu ou pas, en fonction de la situation. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup en Libye, parce que je vous rappelle que la Libye, il y avait une no-fly zone initialement, et qu'après les frappes se faisaient depuis la 3e dimension, avec pour objectif de protéger les populations. Donc dès qu'il y avait, par exemple, un char adverse qui visait ou qui tirait sur la population, un avion de chasse pouvait le détecter et l'engager de sa propre initiative si c'était cohérent avec les règles d'engagement. Le Gibraltar Eagle ayant été touché par un missile balistique en début de semaine, les États-Unis se sont donc dit, ce mardi matin, nous pouvons taper, nous protégeons nos moyens nationaux. Mais ce qui est remarquable d'un point de vue militaire, cette capacité collecte du renseignement, qui peut d'ailleurs venir de sources satellitaires qui détectent la chaleur des missiles balistiques des lancements précédents, après envoyer vos aéronefs à distance suffisante pour pas qu'ils ne soient détectés, qu'on ne les entende pas. Dans le désert, souvent en plus il n'y a pas beaucoup de bruit, il faut rester assez loin, et après faire la frappe. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore les images, j'espère que nous en aurons, mais s'il y a une chose à remarquer sur la communication, c'est que les Américains
la gèrent quand même beaucoup mieux que les Britanniques depuis une semaine. Pourquoi je vous dis ça? Dans la dernière vidéo, je vous disais que les Britanniques s'étaient peut-être un petit peu enflammés après avoir envoyé 4 typhoons dans le nord du Yémen, où ils nous ont pondu une déclaration comme quoi, ça y est, en gros, tout allait bien se passer parce qu'ils avaient envoyé quelques bombes. Ça, c'est de la pensée magique, et on voit bien d'ailleurs que le lendemain, il y a eu des attaques contre des navires, et que ça n'arrête pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en envoyant 50, 60, même 200 missiles que vous allez stopper ce type de guérilla. Et c'est toute la problématique. Mais les Américains ont quand même de l'expérience en la matière, ça fait un paquet d'années qu'ils sont sur zone. D'ailleurs, je vous rappelle que l'Irak voulait les mettre dehors et que les Américains ont décidé de rester encore dans le pays. Il y a plus de 60 000 troupes américaines dans la région, en Syrie, en Irak, au Qatar, aux Émirats, à Djibouti, il y en a vraiment un petit peu partout. Et à l'heure actuelle, ce qui peut peut-être le plus porter ses fruits, c'est la résolution des Nations Unies 2216 qui a pour vocation à créer un blocus maritime et empêcher Ansar Allah de récupérer du matériel. Car le matériel qui est à l'heure actuelle tiré sur les navires n'est pas du matériel de production autochtone. Ils ne fabriquent pas ça dans le désert. Ils se font aider par l'Iran, avec notamment des missiles de type C-802 qui sont à la base des copies chinoises de l'Exo-7, missiles anti-navires français, avec également des systèmes TJ-100, des propulseurs tchèques qui sont utilisés par ces missiles de croisière, mais également des moteurs pour missiles balistiques qui font entre 1000 et 3000 km de portée. Tout ça, eh bien, il faut les récupérer directement sur les boutres. Un boutre, qu'est-ce que c'est? C'est un navire, un voilier à la base traditionnelle arabe, en bois, qui a un ou plusieurs mâts, qui fait 8 à 30 mètres, qui a navigué sur ces mers depuis plus de 1000 ans. On en retrouve en Indonésie datant du 9e siècle. Et maintenant, ils ont des moteurs et ils se déplacent dans la région. Et il y en a absolument partout. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler avec les écrits de Henri de Manfred, un aventurier français qui fabriquait ses propres boutres. Mais dans la nuit du 11 au 12, eh bien, il y a eu une saisie sur un boutre en provenance d'Iran. D'ailleurs, en montant à bord, il y avait de grands creux. Un évicile est tombé à la mer et un de ses camarades, suivant la procédure de secours standard, s'est jeté à la mer pour lui porter assistance. Ça fait maintenant 5 jours. Ils n'ont pas été retrouvés. Donc ça serait les 2 premières victimes militaires américaines de ce bras de fer. Et leurs camarades, appuyés par des hélicoptères et des drones, ont réussi donc à récupérer tout ce matériel et notamment des charges militaires qui sont une sorte de complicoforme des charges militaires de l'Exo-7. Car taper les missiles juste avant leur tir va avoir un impact micro, mais essayer de réduire le flux des livraisons pour qu'à terme ils puissent s'assécher et que ça réduise énormément la posture défensive à mettre en place est une solution beaucoup plus pérenne. Alors en définitive, où en sommes-nous dans la région? Il semblerait qu'un nouveau front soit ouvert et que ce front va finir en une sorte de guerre d'usure. À l'heure actuelle, soyons francs, avec les annonces de navires qui vont faire le tour, Ansar Allah a l'avantage, malgré les frappes qui ont été effectuées contre le Yémen. Round 1, fight! Il gêne le trafic mondial et force la mise en place d'énormes moyens de la part de la plupart des nations occidentales, moyens qui ne peuvent pas rester en mer pendant des années, ce n'est pas possible, et cela va avoir un énorme coût pour les différentes marines en termes de potentiel, en termes de missiles, en termes d'usure du matériel. De plus, tous les navires déployés dans cette zone ne peuvent pas l'être ailleurs, et avec des formats d'armées occidentales qui sont extrêmement faibles, surtout pour ce qui est des marines, il va falloir trouver une sortie à cette impasse, car il est beaucoup plus facile pour Ansar Allah de gêner et d'avoir un impact que pour les Occidentaux de se défendre. La chose dont nous n'avons pas trop entendu parler ces derniers temps est la création de convois. L'Occident n'a pas trop mis l'accent sur cette tactique pour pouvoir passer. Je pense que dans les prochaines semaines, nous en entendrons parler, car ça reste une méthode très sûre, avec des moyens pas trop forts, pour pouvoir transiter en toute sécurité grâce à une bulle de protection offerte par 3 ou 4 navires de guerre. À voir si une initiative se crée, peut-être entre la France et l'Italie par exemple. L'autre point, c'est la posture que certains ont jugée d'attentiste de la part de la France, qui n'a pas voulu participer à ces frappes. Je vous rappelle que la France est présente à quelques centaines de kilomètres seulement du Yémen avec Djibouti, et qu'elle a fait le choix d'utiliser ses avions militaires, non pas pour bombarder le Yémen, mais pour larguer des l'aide humanitaire sur Gaza. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les Britanniques ont essayé de faire un petit coup d'éclat, de la communication, et que les faits derrière leur sont revenus dans les dents. C'est pour ça que j'insiste toujours sur cette chaîne. Il faut toujours faire attention à la menace, ne pas s'enflammer. Et à l'heure actuelle, la conduite, la posture des Américains reste de loin la plus cohérente. Première frappe initiale. Ensuite, derrière, dès qu'ils se font toucher ou attaquer un navire, ils répondent. Ils essayent de garder une certaine proportionnalité. Maintenant, attention, ça peut durer extrêmement longtemps et c'est pas pour ça que ça va fonctionner
à terme. Dans tous les cas, c'est un nouveau front dont les États-Unis se seraient bien passés. J'attire votre attention sur ce qui se passe actuellement en Corée du Nord, avec une montée des tensions dans cette région-là également. Taïwan qui vient d'élire un président qui souhaite tout sauf la réunification avec la Chine continentale. Et surtout, qui sera le sujet d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, l'Iran qui a attaqué un pays doté. Et je vous rappelle que l'Ukraine a déjà tapé la Russie, pays doté également. Maintenant, l'Iran envoie des missiles balistiques sur une nation dotée qu'est le Pakistan. La dissuasion nucléaire est en train de connaître un tournant et nous serions bien avisés de regarder ce qui se passe, de prendre des notes et de comprendre l'importance de la dissuasion conventionnelle ou encore de la dissuasion industrielle, qui étaient les sujets de mon livre Au-delà de l'Ukraine. Et l'actualité va décidément extrêmement vite en ce début janvier, avec dans la nuit de mercredi à jeudi de nouvelles frappes effectuées par les Américains qui auraient ciblé 14 missiles en préparation en territoire yéménite. En parallèle, le Pakistan a répondu à l'agression sur son territoire en visant le sol iranien. Nous vous préparons une vidéo sur le sujet pour demain. Pour terminer tout ça, je vous rappelle également que le président Macron a annoncé la livraison de nouveaux missiles Scalp et apparemment, je attends confirmation, on va en reparler dans quelques jours, de missiles A2SM aux Ukrainiens. L'A2SM, je l'ai bien pratiqué, nous en parlerons, c'est un armement absolument incroyable. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, portez-vous bien, essayez d'éviter les missiles balistiques. Fly safe.